Merci. L'alcool, lui, engendre plutôt des pathologies du système nerveux, aussi bien central que périphérique. Nous retrouvons des pathologies du coup telles que la polynévrite alcoolique. Dans ce cas de figure, les nerfs, et préférentiellement ceux des membres inférieurs, car ce sont les plus longs, sont atteints au niveau de leur axone, ce qui engendre des perturbations dans les transmissions nerveuses. On distingue plusieurs phases d'atteinte de la maladie. Ça va commencer plutôt par des crampes nocturnes, mais aussi des paresthésies et des douleurs musculaires à la palpation. La phase d'état est caractérisée par des troubles sensitifs et des troubles moteurs au niveau des loges antérieures et latérales des jambes, ainsi que par une hyperesthésie cutanée et musculaire. Il faut savoir que des troubles trophiques et des déformations articulaires peuvent persister. Comment se passe la prise en charge, Madame Deloy, s'il vous plaît? Alors, pour la polynévrite alcoolique, qui est une pathologie qui atteint les nerfs périphériques des membres, il sera donc important dans le bilan du masseur kinésithérapeute de faire une évaluation de la force musculaire, notamment au niveau des membres inférieurs. Le kiné pourra alors donc faire du renforcement musculaire et travailler le schéma de marche du patient. De plus, le MK pourra réaliser aussi un bilan cutané et sensitif pour ensuite effectuer un travail de désensibilisation pour diminuer la douleur des zones algiques. Il s'agit de prendre différentes textures et de venir les frotter sur ces zones de manière progressive, et on peut aussi faire des tapotements. Je vous laisse poursuivre. Enfin, l'alcool tout comme le tabac peut favoriser la survenue d'un accident vasculaire cérébral, connu sous le nom d'AVC. Il faut savoir que ce dernier peut être de deux types, soit ischémique, du coup qui résulte du blocage de la circulation sanguine cérébrale, notamment par un caillot, soit hémorragique, dans le cas du coup d'une rupture d'un vaisseau sanguin. Dans les deux cas, les conséquences seront variables d'un individu à un autre, mais il en résulte principalement une hémiplégie et une aphasie, ainsi que des troubles du coup moteurs et sensitifs, aussi bien des membres supérieurs qu'inférieurs. Comment se passe la prise en charge, s'il vous plaît, Madame Deloy? En effet, lorsqu'on a affaire à un patient hémiplégique ou spastique, il sera nécessaire d'entretenir ses amplitudes articulaires et de les restaurer. Il y a aussi, encore une fois, du renforcement musculaire et la rééducation à la marche pour ceux qui ont les membres inférieurs touchés. Pour le membre supérieur, par exemple, lorsqu'une main est touchée, on aura une rééducation à l'appréhension d'objets. Cependant, il y a d'autres addictions que l'alcool et le tabac où le MK peut intervenir. Par exemple, on a les jeux vidéo qui conduisent à une position non ergonomique répétée induisant des problèmes de dos, tout comme le télétravail en ce moment. Le kiné va rechercher les tensions musculaires et ligamentaires, mais aussi la bonne orientation des vertèbres. Le traitement reposera sur des mobilisations, du massage, des étirements et du renforcement de la ceinture abdominale. Enfin, nous avons l'addiction au sport, autrement appelée bigorexie, qui induit des blessures ou des fractures par surménage. Le travail du kiné est tout d'abord de restaurer l'intégrité physique du patient et il va aussi diriger les séances d'effort avec les techniques appropriées, donc non néfastes pour le patient. Eh bien, un grand merci à tous les deux pour ces explications. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Oui, madame, moi j'aurais une question. J'avais vu dans une émission l'année dernière que l'addiction peut aussi engendrer des complications psychologiques, je crois. Vous pouvez en dire plus? Eh bien, pour répondre à cette question, je laisse la parole à madame Milzer. Eh bien, oui, bien sûr, et c'est même très fréquent. On retrouvera par exemple la dépression, la schizophrénie ou encore les troubles bipolaires, ainsi que les démences alcooliques. La plus connue est le syndrome de Wernicke-Korsakoff, qui s'affecte beaucoup la mémoire du patient, et elle est parfois confondue avec la maladie d'Alzheimer. Les personnes souffrant d'addiction ont des difficultés à gérer leurs émotions et interprètent de manière biaisée celles des autres. Elles se sentent souvent exclues et pensent que l'ensemble des personnes qui les entourent ressentent parfois de la colère à leur égard. Sa peur constante de la critique et leur manque de confiance en elles va créer autour d'elles une tension continue qui va déclencher chez elles de l'impatience, de l'irritabilité et une susceptibilité extrême, ce qui va parfois compliquer la relation soignant-soigné. Par ailleurs, leur rapport au corps est mauvais, celui-ci est négligé, oublié, voire même privé de sensations. Leur schéma corporel étant altéré, la représentation qu'elles ont de leur corps est fortement biaisée. Si on prend par exemple le cas de l'anorexie, ici le corps est totalement laissé pour compte, et privées du sentiment d'appartenance, ces personnes vont aller jusqu'à s'autodétruire. C'est donc très très important pour nous de restaurer l'image corporelle du patient
Et c'est dans nos compétences de masseur kinésithérapeute, et c'est là que nous avons aussi un rôle à jouer. Bien, merci. Pour apporter des informations supplémentaires et complémentaires, on vous propose d'accueillir Madame Pillot. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous rappeler que le métier de masseur kinésithérapeute est particulier de par sa large palette d'actions. En effet, il intervient dans la prise en charge de nombreuses pathologies et est souvent indispensable pour une récupération la plus complète possible. Chaque professionnel de santé construit une relation de confiance avec le patient, le plus souvent par les mots, mais également par de nombreux autres sens. C'est à ce niveau que le masseur kinésithérapeute se démarque avec l'intervention du toucher, qui a une place centrale dans cette relation. Je vais donc vous développer l'importance du toucher dans la relation masseur-kinésithérapeute-patient-addict. Tout d'abord, comme l'a évoqué Madame Witzer, les patients présentant une addiction ont souvent un mauvais rapport avec eux-mêmes, leur corps et leurs émotions. Le toucher va leur permettre au patient de se sentir pris en compte dans sa globalité, ce qui lui permet d'améliorer l'image inconsciente de son corps. Au niveau des émotions, lors du toucher, il y a la mise en place d'un dialogue tonico-émotionnel. Donc je m'explique. Le toucher entraîne une variation du tonus musculaire qui est intimement liée aux émotions. Lorsque nous touchons le patient, nous agissons sur l'état tonique de son corps et nous pouvons ainsi modifier son état émotionnel qui a pu être à l'origine de la vie. Par exemple, nous pouvons entraîner une relaxation physique accompagnée d'un apaisement. Ensuite, le toucher facilite la liaison entre les sensations et les représentations. Il implique à la fois le corps du touché que de celui qu'il touche. Je vais ici développer la notion de contre-transfert. En effet, par le biais de celui-ci, les représentations du masseur kinésithérapeute vont agir de façon inconsciente sur le patient et peuvent lui permettre de mieux comprendre ses affects et ses sensations. Enfin, il va permettre de confronter le patient à son environnement et aux interactions qu'il peut avoir avec celui-ci. Donc, prenons l'exemple d'un patient addict aux jeux vidéo qui s'est inconsciemment privé de vie sociale et s'est renfermé sur lui-même. Le toucher va lui permettre de se familiariser à nouveau à son environnement et d'en retrouver des interactions. De par ces nombreux effets, nous constatons que le toucher est indispensable pour les patients addicts afin qu'ils reprennent conscience de leur corps, des sensations et des interactions avec l'environnement. Il faut cependant garder à l'esprit que l'approche par le toucher reste délicate. En effet, il ne faut pas brusquer les patients et s'adapter à chacun d'eux. Si nous reprenons l'exemple du patient addict aux jeux vidéo, lors de notre prise en charge, il faut comprendre qu'il a eu une période d'isolement social. Il peut donc considérer le toucher comme quelque chose d'intrusif. Nous devons alors lui expliquer ses bienfaits, ce que nous faisons et le rassurer. Il semblerait qu'une question chaos vous attende. Alors, est-ce que tout le monde y est? C'est bon? Donc, première question. Quelle technique de bilan faut-il surtout réaliser pour un patient polynévrite alcoolique? Dans un premier temps, EMFM des membres inférieurs ou goniométrie. J'espère que vous avez bien écouté. Allez, il reste 6 secondes pour répondre. Et oui, bien évidemment, c'était l'EMFM des membres inférieurs. Petit tour sur le classement. Haha, Monsieur Bouilly en tête, génial. Question 2. Chez les patients souffrant d'addiction, le corps est toujours pris en compte et aimé, ou souvent négligé, oublié et privé de sensations. C'est facile. Faites concurrence à Monsieur Bouilly, c'est pas drôle sinon. Et oui, bien sûr, c'était souvent négligé, oublié et privé de sensations. Bon, cette question conclut notre premier acte et on vous propose une petite entracte pour remplir ma chope. Non, pas tant pour ça. Non, mais il est pas croyable celui-là. Bon, on va enchaîner avec notre deuxième partie. Docteur Tac Tac, on vous écoute. Oui, bonjour. Alors, le kinésithérapeute, comme vous le savez, a un rôle d'accompagnement du patient. Mon collègue vient justement de vous parler de l'importance du toucher dans ce métier, que ce soit pour le patient comme le kiné. On se rend compte que le toucher, il forme une réelle opportunité de compréhension pour le patient, enfin de compréhension du patient pour le thérapeute. Cependant, vous doutez bien que le toucher, c'est pas le seul outil de compréhension du patient dans une séance de kinésithérapie. C'est pourquoi ici, j'aimerais vous amener à prendre un peu plus de recul,
à se positionner cette fois du côté du kinésithérapeute et d'aborder la communication dans tout l'ensemble. On sait bien que la communication est primordiale dans tout métier de la santé, mais elle est aussi indispensable du coup au métier de kinésithérapeute. Comme le souligne la HAS, c'est un élément clé de la relation soignant-soigné. Alors justement, la communication, c'est un terme qui se doit d'être défini. Communiquer, c'est avant tout transmettre quelque chose. Ma collègue en a encore une fois justement parlé tout à l'heure. Lorsqu'on touche le patient, on lui transmet quelque chose. Ici, on lui transmet des sensations, des émotions, et bien souvent, ça permet de relaxer le patient. On se rend compte alors que toucher, c'est une manière de communiquer. Donc la communication, finalement, c'est pas si simple que ça. Et même si on pense souvent que la communication, elle est uniquement verbale, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que j'aimerais vous parler d'une étude d'un docteur qui se nomme Merabien, qui a fait des recherches justement sur le sujet et qui a mené 2 études importantes. Et il a mis en lumière en 1971 ce qu'il appelle la règle des 3 V. Les 3 V, à quoi ça correspond? Ça correspond à verbal, vocal et visuel. Il s'est rendu compte en effet que dans la communication orale, seulement 7% de la communication est verbale. Donc ici, le verbal, on sous-entend le choix des mots. Par contre, 38% de la communication est vocale, c'est-à-dire liée à l'intonation de la voix, tandis que 55% de la communication orale est visuelle. Donc ça veut dire que 93% de la communication orale est non verbale. C'est un nombre hyper conséquent. Donc ainsi, en plus d'adapter son approche manuelle, le kinésithérapeute doit adapter non seulement son langage, mais aussi toute son attitude globale afin d'accompagner au mieux les patients ainsi que les patients en situation d'addiction. Et c'est justement en adaptant tout cela que ça va permettre aux patients de se sentir en confiance pour aborder le sujet de sa pathologie, mais aussi le sujet de son addiction. Merci. Il semblerait là-bas que nous ayons une question dans l'amphithéâtre. Oui, c'est encore moi. Merci pour cette belle présentation. J'imagine que c'est plus simple pour un médecin généraliste, par exemple, d'aborder le sujet de l'addiction avec son patient, notamment à travers de la communication, comme vous venez de le dire. Mais en tant que futur kiné, comment on peut faire pour aborder ce sujet avec notre patient? Une très bonne question. Madame Loger, pourriez-vous répondre à ce charmant jeune homme? Oui, bonjour. Tout simplement, futur collègue, je suis plutôt en accord avec ce que vous venez de dire. Je comprends votre question. En réalité, il ne faut pas oublier que notre profession, donc elle a été associée à la proximité, au toucher, mais aussi à la répétition des séances et de soins, au sein d'un espace de confidentialité qui va favoriser notre relation de confiance. Donc le patient, il est alors dans une situation adaptée pour communiquer avec vous. Un moment où il va vous donner des informations sur lui, sur son environnement et des précisions sur la nature de sa venue. Mais ça peut permettre aussi d'être un moment où vous allez être interpellé sur la présence de troubles addictifs. La déficience va peut être causée ou non par une addiction, mais l'addiction, elle, peut être simplement un frein à l'hygiène de vie du patient et donc à votre évolution avec lui. Le patient doit prendre en compte la prescription sans négliger les autres paramètres, car il y a un rôle d'accompagnant. En réalité, nous sommes professionnels de santé et donc accompagnants. 3 situations peuvent se proposer. Si l'addiction a été préalablement identifiée, il sera question d'adapter votre prise en charge, initialement prévue. Donc il va falloir vous adapter aux complications qu'on a vues précédemment, dont les complications psychologiques et physiologiques. Si l'entourage vous confie des inquiétudes, par exemple les parents d'un adolescent, n'oubliez pas, vous, de faire votre propre évaluation de ce que vous venez de voir et ce que vous venez d'entendre. Enfin, l'addiction peut être identifiée surtout pendant des conversations avec vous. Donc finalement, le masseur kinésithérapeute peut réaliser un premier repérage lors des conversations et avec la reconnaissance des signes d'alerte comme les signes somatiques comme l'asthénie ou psychosociaux comme les troubles du comportement. Mais surtout, n'oubliez pas, ces signes ne sont pas systématiquement associés à l'addiction. Il existe alors un outil précieux tel que les questionnaires de médiation pour attirer l'attention du patient sur son comportement addictif. Il en existe plusieurs. Par exemple, sur ce diaporama, vous pouvez voir des exemples de questions du questionnaire FACE qui permet d'évaluer la consommation d'alcool. C'est des questions simples, peut-être difficiles à poser, mais tout simplement sur lesquelles le professionnel peut s'appuyer. Ce sera alors un premier pas vers le dépistage. Il n'est pour autant pas facile en effet de faire remplir un questionnaire directement au patient, surtout que ce n'est pas la principale raison de sa venue, mais ça peut être un support donc pour les professionnels, dont les masseurs kinésithérapeutes. Enfin, il existe l'écoute active. L'écoute active, ça reste un outil de communication important qui va
permettre d'approfondir la connaissance du patient et relever des informations pour savoir orienter par la suite. Mais vous, est-ce que réellement vous savez écouter? Il faut savoir que l'écoute active, il y a plusieurs étapes. Déjà, le patient vient vous voir pour vous raconter un problème. Votre rôle, c'est, dans un premier temps, pas de donner un conseil ou une expérience, parce qu'en réalité, le patient, ce qu'il veut, c'est surtout aussi être écouté. Donc l'objectif, ça va être de respecter plusieurs étapes. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser l'acquiescement, donc hocher la tête, ça va permettre de rassurer le patient et il va continuer dans ses explications. Vous pouvez ensuite utiliser les silences, la reformulation ou utiliser des mots-clés de la phrase précédente, tout simplement pour qu'il puisse continuer ses explications, approfondir, continuer à se confier et seulement par la suite, vous pouvez utiliser des questions ouvertes et peut-être vous appuyer sur des items de l'ensemble de ces questionnaires. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder une démonstration. On va rester dans cette position un petit peu. Et sinon, apparemment, vous avez vu votre famille ce week-end? Ouais, c'est ça, j'étais bon avec ma femme et mes enfants, comme tous les week-ends à la maison, mais en même temps, dimanche midi, on avait un repas de famille, c'était l'anniversaire de ma grand-mère. Donc, non, voilà, c'était bien, ça fait du bien de sortir en famille. Après, je ne cache pas que c'était un peu compliqué. Un petit peu compliqué. Samedi soir, j'ai eu l'anniversaire d'un ami d'enfance, je ne cache pas, c'était bien alcoolisé, quoi. Bien alcoolisé? Vraiment? Oui, comment je peux vous donner un ordre d'idée, au moins 6-7 verres d'alcool fort, quoi. On a bien fait la fête, c'était festif. 6-7 verres? Ah, mais ça vous arrive souvent de faire la fête comme ça? Ah, bah là, c'était quand même l'anniversaire, donc c'est des occasions, mais après, oui, en semaine, je bois bien 2 petites bières à l'apéro. Ah, mais du coup, vous buvez 2 bières tous les jours? Oh, bah l'apéro, c'est tous les jours, hein, c'est toujours 19h. Bon, je pense que ça c'est bien été. Allez, essayez de pousser quand même, pousser. Ça fait du bien. Super. Et je reviens sur ce petit problème de soirée. Vous vous rendez compte, hein, 2 verres par jour, mais c'est énorme, c'est la catastrophe, là. Vous vous prenez pour qui Ça va pas du tout. Pas du tout. Une petite question caute pour vous. Alors, comment le professionnel aurait dû réagir? Continuer à écouter le patient, exprimer sa disponibilité si nécessaire, changer de sujet ou écourter la séance. Elle dit, il manque le 4e ici. Hein. On avait dit 4. Bon, tout à fait, sauf pour une personne, il fallait continuer à écouter le patient et exprimer sa disponibilité si nécessaire. Bien joué, il est AR. Je crois qu'il y a une nouvelle question de notre charmant Charlie. Oui, j'ai encore une question. Quels sont les autres outils qui permettent de traiter de l'addiction avec le patient? Eh bien, bonjour tout le monde, je vais vous parler d'une dossier médicale. Il faut savoir que tous les professionnels de santé se doivent d'enregistrer donc les informations du patient dans le dossier médical. La prise en charge des addictions nécessite, comme on l'a dit, une approche multidisciplinaire qui regroupe de nombreux professionnels de santé. Il est intéressant et utile pour les professionnels dans les services d'addictologie notamment de mettre en place un dossier médical partagé permettant une meilleure cohésion et surtout une prise en charge globale du patient. Le dossier médical partagé a été instauré par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, dans lequel le premier objectif est d'améliorer la qualité et la continuité des soins. Les professionnels de santé ont alors accès plus aisément à l'histoire médicale de leurs patients, et donc ce qui permet une coopération interprofessionnelle facilitée et donc un échange des informations sur le patient. Ça permet notamment au patient de participer activement à sa prise en charge et devenir acteur de sa propre santé. Afin d'évaluer les usages des différents dossiers patients partagés, une méthode a été mise en place au sein d'un réseau de santé que l'on nomme le réseau ADICA, créé en 1994, faisant référence à Addiction Champagne-Ardenne. Et cette méthode consiste à confronter la fréquence d'usage du dossier, permettant ainsi aux différents professionnels une communication simplifiée et sécurisée pour la prise en charge des patients. Je vous remercie. Monsieur Karl va nous présenter une autre composante de la prise en charge. Il s'agit du droit de prescription.
Les masseurs kinésithérapeutes, tous les autres professionnels médicaux et paramédicaux, ont des droits de prescription. Les prescriptions autorisées couvrent de nombreux domaines que vous pouvez voir affichés par exemple ici. La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise les professionnels de santé, et notamment les MK, à prescrire des substituts nicotiniques. Cette réforme a pour but de donner un accès simplifié au forfait d'aide au sevrage tabagique des patients. En ce qui concerne spécifiquement les masseurs kinésithérapeutes, cette prescription de produits bénéficie uniquement aux patients dont ils assurent la prise en charge et seulement pendant la durée de prescription médicale d'actes kinésithérapiques. De plus, l'assurance maladie accompagne l'arrêt du tabac et rembourse les traitements par substitut nicotinique à hauteur de 150 € par année civile et par patient. Les masseurs kinésithérapeutes ont donc un rôle majeur dans le sevrage tabagique de leurs patients, avec la possibilité de prescrire des substituts nicotiniques. Ainsi, cela vient compléter la prise en charge manuelle du patient touché par la problématique de l'addiction. Je laisse maintenant Hélène Masushi vous parler de l'éducation thérapeutique. Alors oui, bonjour. Donc moi je vous parle de l'ETP, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique du patient, qui se déroule en 4 étapes. Donc lors de la première étape, il y a élaboration du diagnostic éducatif. Donc celui-ci est indispensable à la connaissance du patient et à l'identification de ses besoins et de ses attentes. Durant la seconde étape, le professionnel de santé définit un programme d'éducation adapté au patient. Il s'agit de formuler avec lui les compétences à acquérir au regard de son projet. Pendant la troisième étape, le thérapeute planifie et met en œuvre des séances d'ETP qui peuvent être individuelles ou collectives. Enfin, lors de la dernière étape, le thérapeute réalise une évaluation individuelle qui permet de faire le point avec le patient sur ses connaissances et compétences développées sur sa gestion au quotidien de la maladie. Durant ce programme, 2 objectifs sont recherchés par les patients. Le premier étant de développer des compétences d'auto-soin et de s'adapter face aux situations à risque. Et le deuxième est de favoriser les changements d'habitude pour prévenir les risques de rechute. Donc l'ETP, c'est un outil pédagogique qui renforce la motivation du patient grâce à un apprentissage sur sa maladie. Il devient acteur de sa prise en charge. Pour participer à l'éducation thérapeutique du patient, une formation pour les kinés à cette démarche s'avère essentielle. Merci. Nous avons le grand retour des questions de coût. Il y en a 4 cette fois, je crois. Alors, on va dire ça. Alors, concernant la communication orale à l'État, respectivement 7%, 38%, 55%. 7%, 38%, 55%. 7%, 38%, 55%. Et 7%, 38%, 55%. C'était trop long pour lire, je suis désolé. Bon, c'était 7% verbal, 38% vocal et 55% visuel. Deuxième question. Je vais essayer de me lire cette fois. Alors, à quoi correspond l'acronyme ADICA? Addiction des copains d'abord, addiction Champagne-Ardenne. Ah, c'est facile aussi. Bon, des questions, il y en a qui sont là pour répondre. Alors, évidemment, c'est addiction Champagne-Ardenne. Tout le monde a bien écouté. Encore une autre question, je crois. Alors, depuis quand les kinés peuvent-ils prescrire des substituts nicotiniques? 1996, 2006, 2010 et 2016. Il y en a qui sont toujours longs pour répondre. Alors, la bonne réponse est 2016, comme il a été dit auparavant. Alors, Clarky est le nouveau champion. Dernière question pour le moment, je crois. Durant la troisième étape de l'ETP, le kiné définit un programme adapté aux patients, élabore un diagnostic éducatif, planifie et met en œuvre les séances d'ETP individuelles uniquement, planifie et met en œuvre les séances d'ETP individuelles ou collectives.
C'était la dernière réponse. Planifie et met en œuvre des séances de TP, collectives ou individuelles. Je crois qu'il n'y a pas de question là. Encore un chaos? Non. S'il n'y a aucune autre question dans l'Assemblée, alors on va pouvoir passer à la dernière partie de notre conférence et évoquer ainsi les différentes limites de la profession et les formations mises en place, ainsi que la prévention. Pour ceci, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Aubriot. Bonjour. Donc, avant d'aborder les formations à proprement parler, nous allons d'abord voir les principales raisons qui poussent les kinés à se former. Donc, tout d'abord, il est remarqué que les kinés sont souvent peu impliqués dans la thématique de l'addiction, que ce soit par les médecins, les patients ou les autres professionnels de santé, qui ne connaissent pas forcément l'impact que pourrait avoir le kiné dans la prise en charge de l'addiction. On peut citer par exemple le docteur André, spécialiste en tabacologie, lors d'une interview pour Kiné Actu en 2019, qui cite comme cause première les médecins, les tabacologues, les organismes de prévention et les instituts de santé publique qui ne jouent pas leur rôle de relais d'information vers les kinés. Nous n'allons pas les chercher pour qu'ils participent avec nous. Pourtant, sur des actions d'éducation à la santé respiratoire, d'initiation à la relaxation ou de réadaptation à l'effort, qui sont utiles pour la prise en charge des conduites addictives, ils ont toutes les compétences pour en parler dans les écoles, dans les entreprises. Il arrive également que ce manque d'implication vienne du kiné lui-même. En effet, celui-ci peut penser manquer de connaissances, comme l'évoque le kiné Julien Ambard concernant la prescription des substituts nicotiniques. Je n'en ai jamais prescrit, et, en l'état, je n'en prescrirai pas car je ne me sens pas compétent en la matière. De plus, les kinés peuvent se sentir démunis face à ces situations parfois complexes liées aux addictions. Ainsi, la majorité des kinés ayant répondu à notre sondage ont exprimé cette difficulté. 64% d'entre eux ont déjà vécu cette situation. Ainsi, pour pallier ces problèmes, certains kinés décident de suivre des formations en lien avec les addictions. On les classe en 2 catégories, celles concernant la communication avec le patient et celles plus spécifiques à l'addiction. Donc, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, 18% des kinés ayant répondu à notre sondage ont suivi une formation sur la communication avec le patient, notamment sur l'OTP, et seulement 9% d'entre eux, soit 3 kinés, ont suivi une formation en lien avec les addictions. Je vous laisse avec Madame Milleville qui va vous parler de ces fameuses formations. Bonjour à tous. En effet, comme l'a dit ma collègue, les masseurs-kinésithérapeutes peuvent suivre différents types de formations afin de participer activement à la prise en charge des patients dépendants. En premier lieu, on retrouve les diplômes universitaires et interuniversitaires, qu'on va appeler DU et DUI, qui permettent de développer des connaissances et compétences pour adopter une prise en charge thérapeutique adaptée face à des patients touchés par des troubles addictifs. Prenons l'exemple du DUI tabacologie et aide au sevrage tabagique proposé par l'Université de Nantes. Les objectifs de cette formation sont de participer à la prévention, de diagnostiquer le type de dépendance d'un patient, de déterminer les éventuelles coaddictions et d'accompagner et conseiller les patients sur les conséquences du tabac et les moyens thérapeutiques de sevrage. Il existe par ailleurs des formations centrées sur le TP. L'une des particularités du dispositif législatif lié à l'ETP est l'obligation d'une formation spécifique de base, dite de niveau 1, ou 40 heures. Outil de la communication et de la relation est justement un exemple de formation de base, proposée par l'Association de recherche et d'enseignement pour l'addictologie de terrain, qui est un organisme de formation en addictologie basé à Amiens. S'ajoutent à cela des dispositifs complémentaires. Par exemple, la plateforme France Université Numérique et les universités de France proposent de nombreux Massive Open Online Courses, appelés MOOC, qui sont gratuits et accessibles à tous sur beaucoup de thèmes différents, y compris sur les addictions. Le MOOC s'intitulant Comprendre les addictions s'adresse aux personnels médicaux, sociaux et éducatifs confrontés aux addictions. Il leur apporte information et formation spécifiques, mais s'adresse plus largement à un public en quête d'information concernant les addictions et donc il ne va pas décerner de diplôme. Pour finir, on peut citer les limites de l'accessibilité et de la pertinence de ces formations. Premièrement, seulement 3% des formations ETP combinent l'éducation et l'addictologie. Ensuite, les DU et DUI spécifiques au thème de l'addiction ne sont pas reconnus par le Conseil national de l'ordre des kinésithérapeutes. Sauf, en 2020, le DU tabacologie et aide au sevrage tabagique qui a été proposé à Toulouse.
Pour finir, les formations centrées sur l'addiction ne font pas partie des thèmes prioritaires pris en charge par le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux. Merci. Je vois que nous avons encore une question là-bas. Oui. Oui, excusez-moi, j'aurais encore une question. Avec tous ces moyens d'intervention, de formation et de communication, je voulais savoir comment le kiné, il peut être aussi acteur de la prévention, s'il vous plaît. C'est toujours le même. Bon, Monsieur Criem, pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît? Bonjour à tous et à toutes, Monsieur Carien ou Monsieur Criem. Avant de définir ou de dire comment le masseur kinésithérapeute est important dans la prévention, je vais d'abord la définir. Prévenir, c'est empêcher qu'un fait ne survienne. C'est aussi repérer les débuts d'une conduite addictive et agir sur celle-ci, et c'est aussi empêcher les complications et les séquelles provoquées par cette conduite. La prévention vise toutes les populations, elle vise les plus jeunes qui ont souvent des consommations à risque, aux plus vieux qui peuvent souvent mettre en danger leur entourage. En France, la prévention suit la classification de l'OMS qui la divise en 3 parties. Tout d'abord, la prévention primaire. La prévention primaire consiste à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accès à la consommation. Il y a par exemple la loi sur la régulation de la consommation de drogues illicites, loi Veil de 1976 ou la loi E20 de 1991, qui se veut réduire l'accessibilité aux drogues, protéger les mineurs, effectuer des actions éducatives sur la dangerosité des addictions et qui met en place notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives de 2013 et 2017 existe, mais je vais plutôt parler de celui de 2018, de notre nouveau président, le plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives de 2018, qui consistait en une adaptation de la réponse pénale, une intensification de la politique de lutte contre le tabagisme. Elle se voulait réduire les risques et les dommages liés à la consommation d'alcool, identifier de nouvelles menaces en matière d'œuvres et de stupéfiants. Elle se voulait créer une interface science-décideur pour identifier les nouvelles priorités, et elle mettait en avant la prévention précoce. Elle se fait notamment par les différents prospectus dans les cabinets médicaux, notamment dans les cabinets de kiné qui sont souvent présents à l'entrée. Ensuite, il y a la prévention secondaire. Elle consiste à limiter le temps d'exposition à la substance psychoactive. Par exemple, je fume, je décide d'arrêter, donc je vais arrêter de fumer, je réalise de la prévention secondaire. Elle se fait par notamment la mise à disposition de produits de substitution. Elle suit la politique de réduction des risques, qui date de la loi de santé de 2004, qui est un ensemble de stratégies visant à limiter les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés à l'usage de drogues licites et ou illicites. Elle se veut aussi prendre en charge le sevrage par un accompagnement médico-psychosocial par les acteurs du système de santé par exemple, car un sevrage seul et brutal a souvent des répercussions importantes. Il y a enfin la prévention tertiaire, qui vise à éviter les rechutes ou les complications des conduites addictives et qui consiste ensuite à une réadaptation à la situation créée par la maladie ou les séquelles. Elle se veut donc réduire les complications du patient, elle se veut reconstruire la vie du patient et son environnement, et elle suit aussi la politique de réduction des risques et des dommages. Elle s'est fait notamment, par exemple, par le programme CITE, entre guillemets, du service addictologie du CAAP de Grand Pré, qui est une cure interactive du traitement par exposition à des situations anxiogènes de ces patients, notamment par exemple aller aux impôts ou encore comment se comporter dans des fêtes. Elle se voulait renforcer la confiance envers soi du patient. C'est une prévention variée pouvant être réalisée à l'hôpital comme dans des instituts spécialisés dans les conduites addictives, CSAPA ou CARUD. Elle est aussi donc concernée par la réduction des risques. Les addictions ne sont pas qu'un problème de santé publique, elles ont aussi des conséquences économiques, sociales et humaines. Elles créent des économies souterraines, des trafics se développent, des quartiers subissent les nuisances, des groupes familiaux sont déstructurés. Comment nous, en tant que kinés, réalisons cette prévention? Pour répondre à cette question, je vais laisser Madame Courte y répondre. Bonjour, alors je vais répondre à la question posée. Donc, le masseur kinésithérapeute possède une place non contestable dans la prévention contre l'addiction. Effectivement, l'évolution de la profession se dirige vers une volonté d'intervenir dans la prévention et la promotion de la santé. Voici quelques chiffres selon notre étude, entre parenthèses, biaisée car seulement 36 réponses. Donc, la prévention est bel et bien présente dans le quotidien d'un MK. En effet, selon ce sondage, elle occupe près de la moitié des actions citées précédemment. C'est une part très importante des activités que peut exercer un masseur kinésithérapeute.
Donc, dans un premier temps, il existe une légitimité de traiter la prévention ancrée dans les textes qui régissent l'activité des kinés. Donc, d'abord, on a le Code de la santé publique qui régit l'activité des professionnels de santé et par conséquent celle du kiné. On a ensuite le décret de compétence avec son statut de référence aux actes professionnels. Ce texte intègre aussi des notions de PPS. Et on a enfin le code de déontologie. Voyons maintenant le rôle du kiné dans l'information et l'éducation à la santé, dans la prise en charge du sportif. Le travail du kiné se situe aussi dans le cadre de la prévention. Il a pour objectif de limiter l'usage de produits dopants en réduisant l'intentionnalité de se doper. Le rôle du kiné dans la prévention de l'usage de produits dopants s'oriente vers un travail de renforcement du pouvoir de dire non et une prise de conscience face à ces produits. Le MK va essayer de développer l'affirmation de soi des patients. Le fait de résister à la pression d'autrui est amélioré par cette éducation. À terme, cela permet de diminuer l'usage de produits comme le cannabis ou autres substances. Enfin, nous avons constaté que le kiné en libéral est reconnu en tant qu'acteur potentiel dans la prévention primaire et le dépistage de la BPCO. Donc, dans 80% des cas, le tabagisme est la principale cause de l'apparition de cette maladie. Suite à un dépistage d'une BPCO, il y a une prise en charge précoce et sûrement un arrêt de la cigarette suite à une prise de conscience des patients. En dépistant la BPCO, le MK participe largement à la lutte contre le tabagisme. Donc, il utilise le mini-questionnaire de Sherlock pour le dépistage. Il pose des questions telles que « Êtes-vous essoufflé à la montée de 2 étages ou d'une côte ?» ou encore « Habituellement toussez-vous ou crachez-vous ?» Enfin, l'évaluation est réalisée par spirométrie. Cela consiste à souffler dans un tube relié à un appareil d'analyse. On mesure la capacité pulmonaire, qui est le volume maximal d'air que les poumons contiennent. Donc, avec tout ça, nous pouvons donc conclure que le kiné est un professionnel de santé compétent en matière de prévention. Merci, merci. Je crois que c'est l'heure des derniers coups. Alors, quel pourcentage de kinés s'est déjà senti démuni face à une situation en lien avec les addictions? 89%, 45%, 64% ou 33%? Encore des chiffres. La réponse est 64%. Le classement, la tête du classement ne change toujours pas. Autre question, quel est le pourcentage de formation ETP combinant éducation et addictologie? 13%, 3%, 40%, 23%. Il manque des réponses. C'est évidemment 3%, ce qui est très peu. Le classement ne bouge pas. Alors, une question multiple. Attention, Madame Cohn, c'est plus compliqué. Le plan de lutte contre les conduites addictives de notre président comprend l'adaptation de la réponse pénale, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, autoriser la consommation d'alcool aux mineurs, identifier les nouvelles menaces en matière d'offres et de stupéfiants. Il y avait donc 2 réponses, l'adaptation de la réponse pénale et identifier les nouvelles menaces en matière d'offres et de stupéfiants. Ah, je vois que Madame Cohn est sortie du classement. J'avais dit que c'était plus compliqué. Dernière question, Madame Cohn, pour vous rattraper. Quelle est l'action que le kiné réalise le plus face à une addiction? Selon notre sondage, bien sûr. Dépistage, traitement kinésithérapique, prescription de substituts et prévention. La réponse est la prévention, avec 21 bonnes réponses.
Nous arrivons donc sur le podium. Alors, en troisième position, Clarky. En deuxième position, Matou. Évidemment pas la nôtre. En première place, qui aura sa dose de sucre, Naïm. Alors Naïm, je t'invite à contacter Mademoiselle Jaco pour plus de renseignements. Et bien voilà, notre magnifique conférence, évidemment, touche à sa fin. Pour conclure, on peut dire que le MK est un acteur essentiel dans la prise en charge des addictions, de par son relationnel avec les patients. Cependant, il existe de nombreuses limites à la prise en charge, d'où la nécessité de promouvoir ces formations. Un grand merci à chacun d'entre vous, autant dans l'amphithéâtre que sur le web, de nous avoir suivis. On remercie les professionnels présents et on espère que la conférence vous a plu. Pour retenir les points les plus importants, on vous propose de jeter un œil sur notre pause payée. Voici le pause payé. Oui, donc nous avons pour ce travail réalisé également un magnifique poster que nous voyons ici et qui peut être divisé en 3 parties. Voilà, donc la partie la plus supérieure où en fait on rappelle les conséquences physiologiques et psychologiques de l'addiction sur le patient, et en bas on va poser la question, la problématique en fait de ce poster qui est: quelle est l'importance du MK dans l'accompagnement et l'information et le soin de l'addiction. Ensuite, on a une deuxième partie qui elle répond à cette question, donc c'est les résultats de notre travail. Donc on voit un magnifique dessin qui a été réalisé par Lucie. Voilà. Donc ce qui est important dans ce dessin, c'est que en fait, il est réalisé avec un seul trait. Donc on voit qu'on a une relation particulière entre le patient en haut à droite et le kiné en bas à gauche. Et donc le patient en haut à droite, en fait, toutes les cases dossier médical, traitement et importance de la communication, c'est les cases en orange, c'est celles qui correspondent en fait et qui impliquent directement le patient. Et en bas à gauche, on a les cases en bleu qui, elles, sont plus consacrées exclusivement au kiné, telles que la formation, l'éducation thérapeutique et le rôle dans la prévention. Et enfin, on a une troisième partie qui synthétise un peu les résultats de notre étude et qui conclut sur la particularité du masseur-kinésithérapeute. Et enfin, on a une question d'ouverture qui est: quelles actions est-il possible de mettre en place afin d'améliorer l'intégration du MK dans la prise en charge de l'addiction? Un grand merci à vous. Eh ben, je vous renvoie le compliment, hein. Un grand merci à vous. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Je vais donc laisser Séverine Bu à toi, je vois plus, puisqu'après elle va nous quitter pour rejoindre ses patients. C'est à toi, Séverine. On discutera un petit peu plus ensemble sans Séverine tout à l'heure. Ça marche. Merci à vous pour cette présentation. Bon, comme d'habitude, hein, je trouve que vous êtes toujours assez à l'aise dans vos rôles respectifs, assez dynamique, etc. Donc voilà, c'était agréable de vous écouter. Je me pose toujours la question des caouts ou le fait de faire interagir. Donc je trouve que c'est bien parce que ça permet de garder les auditeurs un petit peu éveillés, et voilà. Par contre, je me pose des fois la question sur la pertinence de certaines questions. Je me dis c'est des fois soit trop simple et on peut avoir l'impression quand on répond de se dire ils nous prennent un petit peu pour voilà, des imbéciles, ou alors c'est des questions le pourcentage. Donc soyez attentifs. Là c'est une manière, c'est une critique générale, hein, c'est pas forcément, mais dans le choix des questions, toujours vous mettre à la place de celui qui va répondre. Et essayer d'imaginer un peu ce qu'il peut ressentir. Des fois, si c'est une question trop compliquée, il peut se sentir un peu en échec, et voilà. Si c'est trop simple, il peut se dire ils nous prennent pour. Donc voilà, donc là c'est plus sur l'outil de communication et de l'information. Donc voilà, c'était une petite remarque. Bon, des fois j'étais pas à l'aise avec vos questions, des fois ça me semblait trop facile, des fois j'ai décroché. Enfin, c'est un peu le ressenti qu'on peut avoir. Et quand on utilise un support comme ça, se dire voilà, quel est l'objectif qu'on souhaite atteindre avec ce support-là voilà, qui est interactif, qui est sympa, mais comment on le maîtrise, comment on le... C'était une petite remarque en général sur ça. Concernant votre dossier, globalement, je l'ai trouvé, enfin, je trouvais que ça se lisait bien. Alors, attendez, je vais peut-être faire un petit partage d'écran. Hop. Je sais pas si vous voyez. Ouais.
J'avais une question, mais vraiment naïve au départ. En lisant le titre d'un patient addict, je me suis dit, est-ce que c'est une expression, alors là je m'adresse vraiment à vous qui êtes plus expert que moi, mais est-ce que c'est pas connoté de dire un patient addict ou est-ce que ça fait partie du terme qu'on utilise dans le milieu? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une connotation ou pas? C'est vraiment une question complètement naïve, hein, mais en lisant, je me suis dit, voilà, j'ai l'impression que ça peut être un peu connoté. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre retour là-dessus? Quel est votre avis plutôt? Alors, le mot patient addict, il fait très ciblé, et ça cible vraiment une personne qui est addict, alors que les patients ne sont pas forcément addicts. On aurait peut-être dû utiliser plutôt le terme de patient en situation d'addiction ou quelque chose de plus large. Mais ça fait aussi partie du cliché que tout le monde peut avoir de patient addict. Et je trouvais que le titre, lorsqu'on arrive à premier abord, vous avez eu la question, d'ailleurs, elle était un peu naïve. C'est de se dire, est-ce qu'on parle vraiment de patient addict? Est-ce que c'est pas trop ciblé? Et du coup, c'est pour ça que la suite du rapport fait en sorte que on remette, entre guillemets, les points sur les i et qu'on explique le terme de patient addict et pourquoi plutôt on ne devrait pas trop le dire, nous, en tant que masseur-kinésithérapeute, dans notre communication. Je sais pas, est-ce qu'on a, enfin, en fait, moi, est-ce que c'est politiquement correct ou pas de dire patient addict? En soi, c'est plutôt une erreur de notre part d'avoir mis patient addict. On sait très bien que le mieux, c'est d'adapter notre vocabulaire en termes de patients souffrant d'addiction. Mais dans la vie de tous les jours, c'est très commun que des gens qui ne connaissent pas ou ne feraient pas attention au vocabulaire utilisent ce terme-là de patient addict. Mais c'est pas politiquement correct. Ah, ça ne peut pas être utilisé. Parce que donc, enfin voilà, là encore une fois, c'est vraiment par rapport aux représentations, parce que c'est vrai que quand on regarde le poster et finalement on voit des pathologies comme AVC, BPCO, je me dis bah mince, moi c'est pas mes patients AVC, post-AVC, je les aurais pas qualifiés d'addicts. Par contre, l'addiction au tabac, mais vous voyez, dans ma représentation à moi, peut-être parce qu'on a souvent la représentation de l'addiction aux drogues dures, etc. Enfin, c'est des choses qui je pense, circulent et voilà. Donc c'était vraiment une question, mais je voulais avoir vos opinions au groupe et puis peut-être à l'ensemble de la promo aussi, mais sur ce terme-là, alors peut-être aussi notre experte qui peut éventuellement intervenir, mais voilà, c'était voilà, première question. Je ne sais pas, si vous voulez encore échanger, on peut. Bon, j'enchaîne alors, allez, j'enchaîne. Donc par rapport au dossier en lui-même, donc qu'est-ce que j'avais mis l'intro, tout ça présentait bien. Alors, globalement, moi, ce qui me manquait dans votre dossier, c'est parce qu'on voit qu'il y a une enquête, enfin, on voit des graphiques et tout ça, on va les voir en annexe ou parler dans l'intro qu'il y a une enquête qui a été faite, mais en fait, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas sur qui, auprès de quelle population. Donc là, c'est tout ce qui est un petit peu ce qu'on appelle la partie méthodologie, matériel et méthode. Alors ça, on va vous cuisiner avec ça très vite, là, très tôt aussi par rapport aux mémoires, etc. Et là, en fait, on a du mal à comprendre un petit peu comment vous avez intégré votre enquête, comment vous présentez les résultats. Donc ça aurait été intéressant de bien contextualiser auprès de qui était fait cette enquête, la population que vous avez cherché à atteindre, comment vous avez réussi enfin, par quels moyens, quel réseau vous êtes passé pour pouvoir envoyer votre questionnaire, etc. Parce que là, vous nous présentez, alors pour ceux qui n'ont pas lu le dossier, c'est peut-être pas forcément évident pour eux de comprendre, mais dans votre dossier de santé publique, hein, vous présentez quelques graphiques en mettant que c'est biaisé. Donc oui, c'est biaisé, il n'y a que 36 réponses, mais il y avait combien c'était qui la population ciblée, voilà, ça manque un petit peu dans votre dossier, dans votre présentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce questionnaire? Alors, on a réalisé, pour expliquer à toute la promo, nous avons réalisé un questionnaire concernant le masseur-kinésithérapeute dans sa prise en charge de la situation d'addiction chez un patient. Et comment le masseur-kinésithérapeute pouvait réaliser donc sa prise en charge.
Nous avons réalisé un Gform que nous avons posté dans un groupe Facebook avec des milliers de kinés. Et nous avons donc eu seulement 36 réponses, malheureusement. Et nous avons réutilisé donc ces données en tant que, comment dire, en tant que représentation pour le rapport. Si quelqu'un veut rajouter quelque chose d'autre. En fait, on s'est aussi servi de ces réponses pour un peu guider le développement de notre rapport, dans le sens où on a vu que en fait la plupart des kinés ne savaient pas vraiment comment prendre en charge un patient en situation d'addiction, ce qu'il pouvait faire, etc. Donc c'est aussi ça qui a un peu guidé en fait tout le développement de notre rapport. D'accord. Donc là, c'est pour ça que je trouve que vous l'avez pas assez valorisé ce travail-là. À la lecture du dossier, je trouvais que ça manquait. Et puis même dans votre présentation, c'est l'idée de mener une enquête, tout ça, c'est très intéressant. Enfin, ça développe plein de compétences. Mais après, voilà, quand on présente les résultats d'une enquête, surtout en santé publique, où on est à grande échelle, on est dans de l'épidémie, etc. C'est toujours un primordial d'expliquer quelle était la population, est-ce que l'échantillon est représentatif, etc. Donc tout ça, c'est des notions que vous allez revoir là avec Madame Koumbadia qui va bien vous le développer aussi dans la suite dans la santé publique, l'épidémio. Mais voilà, là on va dire que c'était chouette dans le sens où vous avez pris cette initiative, que voilà, vous présentez les choses, mais il manque le contexte et du coup là, en lisant, on se dit, 36 réponses sur peut-être, je sais pas combien de 1000, enfin, je sais pas combien il y a sur ces réseaux. Donc, on voit bien que ceux qui ont répondu, c'est pas du tout, ça risque de pas être représentatif. Mais pour autant, c'est quand même intéressant d'aller consulter les personnes, etc. Donc, voilà, on va dire qu'en première année, c'est une belle petite initiation, mais derrière, par la suite, au cours de votre cursus, il va falloir être beaucoup plus rigoureux dans la méthodologie, dans la présentation. Parce que présenter des résultats en disant 95% des gens, oui, ok, mais 95 sur, à la base ils étaient 10, ou vous voyez, ça n'a pas la même signification. Donc dans votre poster, vu que c'est un outil de communication, ça aurait été bien de contextualiser un petit peu plus cette enquête, d'accord? Mais bon, globalement, voilà, c'est des critiques, mais qui sont plus pour vous montrer ce vers quoi on veut que vous alliez en termes de rigueur méthodologique. D'accord? Alors, par rapport à la biblio, alors, j'ai relevé des trucs, mais c'est surtout dans votre biblio. Alors, je vais quitter ce plein écran-là. Hop. Par rapport à votre poster. Alors, le poster, donc c'est toujours un bien de présenter un poster parce que là, le symbole de ce dessin là qui est c'est vrai qu'il est bien fait. On se dit c'est pas ça n'a pas l'air d'être une image qui a été piquée comme ça sur Google au hasard. Mais là, moi, j'avais pas repéré cette notion de code de couleur, etc. Donc c'est bien d'avoir l'explication parce que ça prend du sens. Et donc globalement, le poster il est chargé, mais il y a plein d'informations intéressantes, mais il se lit plutôt bien parce que il y a les chiffres qui permettent de voir un petit peu l'ordre pour le lire. Il y a des illustrations. Donc après, dans la partie résultat, là, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent comme ça un petit peu sans le contexte. Donc ça fait partie des critiques que je vous ai déjà citées. Il y a quelques petites fautes. Bon, voilà. Et puis après, c'est sur aussi le ScanMe, c'est la biblio que vous avez mise. Alors, hop, j'enlève ça. Allez, votre biblio. Alors, la biblio, je ne sais pas si vous l'avez relue. Peut-être on ne dirait pas. Parce qu'il y a plein d'erreurs. Je pense que c'est... Hop. Donc là, quand on va sur le flashcode, là, on tombe donc sur les auteurs du poster. Alors, pareil, petite question, mais quand je vois l'ordre apparaître comme ça, je me dis, tiens, à quoi correspond cet ordre? Est-ce que a priori, c'est pas un ordre alphabétique, ou alors je me souviens plus de mon alphabet. Est-ce que c'est un ordre comme ça complètement aléatoire? Est-ce que c'est ceux qui étaient les plus impliqués qui apparaissent en premier? Est-ce que... C'est complètement aléatoire. Voilà. Alors,
pour éviter ce genre de, voilà, vous allez me dire, j'ai peut-être l'esprit tordu, mais je suis pas la seule à, quand on lit des rapports, tout ça, enfin, mettez par ordre alphabétique, comme ça on se pose pas de questions, d'accord, et au moins, bon, bah voilà, on cherche pas à savoir est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ordre défini quand vous présentez un groupe, choisissez souvent l'ordre alphabétique. Donc ça, encore une fois, moi j'interviens sur la forme, hein, c'est pas très, c'est des conseils, mais. Et puis après, bah, il y avait pas mal d'erreurs. Alors, dans vos, c'est pas là. Vous voyez, là, vous citez un mémoire. Alors, c'est pas Madame Pauline-Évry de Sautel, hein, c'est Isabelle Sautel. Je sais pas pourquoi le Pauline-Évry arrive devant, là. Il y a plein de petites erreurs. Premier tiret Goldman, deuxième tiret, comment, je comprends pas comment vous avez cité ça. Le reste Boisdé. Enfin, on dirait qu'il y a eu des aphasies, là, dans les trucs, là. Premier paragraphe, deuxième, troisième, enfin, c'est bizarrement présenté. Quatrième HS, je sais pas ce que ça veut dire. Là, en la référence 12, on retrouve de la polynévrite de Sautel là, qui apparaît ici. Donc, bon, je pense que c'était pas la version finale qui a été mise en accès, mais voilà. Là, vous mettez aussi, a priori, c'est en lien avec la prévention primaire, secondaire, tertiaire, mais il faut pas que ça apparaisse dans la biblio en tant que telle, ça. Hein. D'accord ? Donc bon voilà, c'est des petites choses, enfin les petites choses. Faites attention à ça, hein, c'est toujours le souci, hein, ces bibliographies, hein, c'est ce qu'on fait un peu en dernier, mais c'est souvent ce qu'on fait mal et pourtant c'est quand même assez important pour le lecteur parce que c'est un peu notre vos supports et ça permet de voir si vous avez des bonnes références, si vous appuyez sur des choses solides, etc. Donc si la forme n'est pas bien mise, on se dit bon ben peut-être que le fond n'est pas trop maîtrisé aussi. Enfin bref. Donc faites attention à ça sur les références biblio. Voilà, moi globalement, et si j'avais encore une autre, là c'est plus un petit témoignage, mais justement par rapport à la prévention chez les patients victimes d'AVC, c'est vrai que nous, ça nous fait toujours un peu bizarre là, à la Saint-Christophe quand on prend en charge nos patients qui ont eu des AVC, qui sont des gros fumeurs et qu'on prend des fois en charge pendant 1 an et on se rend compte que ils ont toujours, quand on arrive au centre, ils sont en train de fumer leur paquet de clopes en arrivant au centre, alors que nous, on passe des heures, on va dire, dans la semaine à essayer de les rééduquer, mais on voit que l'addiction au tabac, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en charge. Voilà. Alors après, nous, on a des infirmières qui sont un peu spécialisées, mais on est un petit peu frustré parce qu'on se sent, enfin moi personnellement, on se sent un petit peu impuissant par manque aussi de moyens et d'accompagnement de ces patients-là. Et le versant pluridisciplinaire, j'ai trouvé que vous l'avez pas trop développé à l'oral, peut-être ou pas assez, peut-être que je l'ai peut-être pas assez entendu, mais c'est quand même vraiment important d'avoir les relais pour guider, accompagner au mieux notre patient, quoi. Parce que voilà, c'est souvent ce qui est compliqué dans ces prises en charge. Voilà, je me tais maintenant. Encore merci pour votre présentation. Globalement, c'est un beau travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Du coup, je vous laisse. Hein, je vais aller sauver des vies humaines. Et les héros. Voilà. Et puis, bonne continuation. Et puis, Manu, je t'enverrai un petit mail. Voilà, d'accord ? Ok. Allez, au revoir à tous. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon, écoutez, hein, si je fais un petit lien entre Séverine et une des questions, moi aussi, à la lecture de votre document qui m'avait interpellée, c'est ce terme d'addict, justement. Mais il me semble que la dernière fois que vous aviez présenté votre sujet, Madame Cohn avait apporté quelques explications là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un raccourci, et si je fais le raccourci de ce qu'on entend un petit peu plus nous kinés, c'est je prends la prothèse de genou, je m'occupe du je ne sais quoi de l'épaule, et moi je fais un peu l'analogie avec ça, c'est-à-dire que en parlant d'addict, c'est un peu ça colle une étiquette sur la personne, peu importe quel est le sujet, et ça la caractérise d'une certaine manière. Donc moi, je le vois un peu comme ça, mais j'aurais bien aimé avoir l'avis de Madame Cohn, justement, et son point de vue déjà de son métier, et après de ses interventions dans un milieu qui est quand même consacré à ces personnes qui ont
justement des questions d'addiction importantes. Et par rapport à ce que disait Séverine, on en avait discuté une fois toutes les deux, Madame Cohn, vous parliez du geste, c'est-à-dire que d'empêcher la personne et finalement de lui mettre un patch ou un substitut nicotinique, il y avait tous ces aspects de gestuel, de sensation et de perception de l'individu dans un groupe d'autres, à une discussion, à une terrasse, à un café quand on aura le droit d'y retourner, mais il y avait toute cette espèce d'environnement, j'ai presque envie de dire de non-verbal au final. Au-delà de la substance, il y avait tout ce qui représentait le tabac, pour ne citer que le tabac. Voilà, donc je vous passe la parole, parce que c'était les premières choses qui me venaient comme ça à la lecture. Alors, je vais répondre maintenant. Effectivement, on en avait parlé la dernière fois du patient addict. Moi, ce qui me gêne dans ce terme-là, c'est que ça fige le patient dans quelque chose. C'est-à-dire que l'addiction, c'est une petite partie de sa vie. Parfois, ça prend beaucoup de place, mais c'est pas... Patient addict, c'est comme si vous le définissiez en termes de personnalité, comme si ça faisait partie de sa personnalité. Or, l'addiction, elle est souvent à un moment de la vie, et elle n'est pas forcément toute la vie. En plus, ça dépend du type d'addiction. Donc effectivement, le terme est compliqué à utiliser. Alors après, je pense à votre décharge, il est aussi quand même beaucoup utilisé dans la littérature et même par les professionnels. Donc je pense que c'est ça aussi qui a biaisé peut-être dans la rédaction de votre écrit, c'est que c'est un terme qu'on retrouve très souvent, trop souvent. Alors d'autant plus, encore moins chez les professionnels des addictions, mais peut-être plus chez les autres professionnels, on le retrouve tellement facilement qu'après on va l'utiliser. Donc je vous invite pour la suite en tout cas à ne pas l'utiliser avec vos patients. C'est des patients qui présentent des addictions, qui présentent des dépendances en fait. On va parler très simplement comme ça. Ils présentent une dépendance à un moment de sa vie. Ça c'était pour répondre à votre première question. Et du coup j'ai oublié la deuxième, Emmanuel, pardon. C'était un cheminement, donc pour moi l'addiction c'était oui, je disais pour moi c'était une étiquette, donc par le terme d'étiquette, voilà, je collais un peu comme prothèse. C'était aussi la question et c'est un peu ce que vous avez relevé et dans les réponses qu'ont fait les kinés dans le questionnaire, c'est-à-dire qu'ils étaient un petit peu démunis et c'est là où je trouve la limite du système d'avoir autorisé les kinés à prescrire des substituts nicotiniques, c'est-à-dire que de remplacer l'apport de nicotine en mettant un patch ne règle absolument pas la question de pourquoi la personne fume. Et la question de la nicotine, à mon avis, à un moment donné, quand on devient trop dépendant, est très très parcellaire. C'est pour ça que j'expliquais le geste, la cigarette après le repas, le matin au réveil, quand on est avec des amis à une terrasse de café, enfin c'est tout ça. Et c'est que je pense que ce patch est quelque chose de visible, et il y a tout ce qui est invisible. Si je faisais le parallèle avec la communication, voilà, c'était ça le sens de mon idée, c'était qu'il y avait la partie émergée ou de l'iceberg, et il y avait tout ce qu'il y avait en dessous au fait, au final. Et c'est tout ce qui est en dessous qui, à mon avis, fait bien le problème de la dépendance. Enfin, en plus, pour la nicotine, le sevrage à la nicotine, il est très rapide, 24 à 48 heures, le corps est nettoyé de nicotine, et donc du coup, après, à part des grosses difficultés psychologiques, le manque de nicotine physiologique, il n'existe plus. Et effectivement, réduire un patient au traitement de sevrage ou au traitement de substitution, c'est pas efficient, parce que sinon en fait les centres d'addictologie n'existeraient pas, très simplement. Les traitements prescriraient et puis on serait tous tranquilles et tous sans problématique. Et c'est en ça que je trouve que dans ce que vous dites dans votre écrit, vous dites que finalement il y a des kinés qui ne prescrivent pas, même très souvent les kinés ne prescrivent pas, et moi ce à quoi je réponds, tant mieux, parce qu'en fait le problème il n'est pas dans la prescription. On a donné un droit de prescription au kiné, je sais pas pourquoi, franchement, parce que je pense que le boulot n'est pas là. Alors, ou peut-être pour pallier quand le kiné a pu faire un travail spécifique et venir accompagner le travail, mais s'il n'y a pas de travail en amont, ça sert à rien de prescrire, à mon avis. C'est donner des bonbons, il y a rien de plus efficace, il y a rien d'efficace en fait là-dedans. Effectivement, par contre, ce qui est intéressant, c'est de questionner tous les gestes, tous les rituels, toutes les habitudes. Vous l'avez fait à mon avis sans le vouloir, mais vous l'avez fait un peu quand vous avez donné la vidéo avec vous avez mimé un patient. L'un d'entre vous a fait le patient, où finalement il raconte que c'est un repas de famille, que c'est machin, et on voit que son addiction, elle s'inscrit dans des habitudes comme ça, dans des rituels, puis finalement il va vous dire que c'est l'apéro, et puis que l'apéro en fait c'est tous les soirs. Mais c'est un rituel, c'est une habitude. Et l'addiction, c'est ça, c'est un rituel, une habitude.
Et c'est un rituel, une habitude qui prend du temps. Et si on met un traitement de substitution, on ne règle pas ce problème de rituel, d'habitude et du temps passé à la consommation. Vous dites quoi, Simon, quand vous dites je crois que c'était volontaire? Par rapport à la vidéo de celui qui simulait le patient. Le fait que l'addiction elle s'installe dans un contexte qui est en fait où on se rend pas compte que c'est pas juste le patient tout seul chez lui qui est en train de boire, etc. et qu'en fait ça s'inscrit dans tout un contexte avec la famille, etc. Donc, voilà. Sinon, Bah, vas-y Lucie. l'objectif était qu'en fait le patient commence déjà par se livrer sur son quotidien et que c'est parce qu'il approfondit son quotidien, le quotidien de tout le monde finalement, qu'on peut se rendre compte suite à de longues conversations et d'approfondissement que justement ce quotidien, il y a quelque chose qui peut atteindre la santé. Donc l'objectif était vraiment voulu de montrer d'abord que c'est d'abord une conversation entre deux personnes et qui partagent une expérience du quotidien que n'importe qui d'entre nous pourrait vivre en fait. Et je trouve, votre patient, il aurait pu, par exemple, il aurait pu s'arrêter au fait qu'il avait trop consommé le week-end. Vous voyez, vous l'avez amené à dire qu'il consommait tous les jours, mais en fait, il aurait déjà été addict avec ses consommations du week-end, puisque on en a parlé, il me semble, la dernière fois, en termes de quantité d'alcool, les quantités qu'il rapportait sur le week-end étaient suffisantes pour dire qu'il avait une consommation. Je peux me permettre, c'est parce qu'en fait, on a voulu montrer les 3 étapes de l'écoute active avec vraiment acquiescement, le moment où il rebondissait sur des mots. Alors, nous, quand j'ai filmé, forcément, eux, quand ils jouent, on a l'impression que c'est pas naturel, mais en réalité, la conversation s'est faite très naturellement. Et en fait, on a voulu placer un item du questionnaire de médiation, FACE, mais pour bien montrer que finalement un questionnaire, on va pas pouvoir forcément mettre le patient derrière une chaise à remplir un questionnaire, parce que finalement ça va être peut-être trop brut, mais qu'on peut quand même, nous, professionnels, s'appuyer sur ces questionnaires-là pour savoir quelles sont les indications et la quantification possible. Et donc, c'était l'objectif. Voilà. Et je trouve que vous dans cette scène-là, qui n'est pas très longue, hein, mais dans cette scène-là, vous montrez très très bien l'écoute active. C'est-à-dire que je trouve que pour des étudiants en kiné et débutants dans cette relation-là avec les patients, je trouve que c'est quand même que vous avez bien intégré le principe de l'écoute active et de comment on l'utilise. Alors vous avez aussi eu un patient qui était assez coopérant là dans ce que vous avez mis, tant mieux. Mais vraiment la compréhension de ce qu'il faut faire et de la manière dont il faut répondre, j'ai trouvé ça très bien. Et du coup, c'était hyper brutal quand la mauvaise question a été posée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, c'est parce que vous jouiez vraiment très très bien cette écoute active, et je pense que vous l'avez bien jouée parce que vous l'avez bien comprise. Et donc ça, je suis agréablement surprise de ce point-là. Je ne doutais pas de vous, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, je suis agréablement surprise de voir que vous avez réussi à la mettre en scène comme ça, tellement bien que moi, je me suis fait surprendre quand ça a dérapé, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font? Donc, heureusement, vous avez montré que vous dérapiez, parce que j'ai une petite frayeur comme ça. Oh, alors je vais poursuivre un petit peu dans mes remarques pour moi qui suis très sensible à ça, évidemment, vous l'aurez tous compris depuis le début, j'ai beaucoup apprécié cette partie kiné que vous avez décrite, l'écoute active, hein, le TP, hein, et le fait d'être dans la communication, dans la reformulation, le fait d'être dans le toucher et le massage, et que le fait que le toucher soit une forme de communication par rapport à un adulte, par rapport à un patient, hein, et c'est ce sur quoi on essaye d'insister quand vous êtes en première année, notamment avec le massage, mais pour ceux qui sont en EMFM, où je leur en leur disant non, on ne touche pas un patient comme ça, puisqu'on rentre en relation. Le fait de poser sa main d'une certaine manière fait déjà que vous faites un chemin vers le patient. Et en l'occurrence, eh bien, c'est tout ce qui fait peut-être ces moyens de rentrer en communication avec un patient lambda et qui vous permettra justement d'en savoir un petit peu plus. Et comme effectivement le kiné va prendre en charge au long cours un patient, c'est peut-être probablement la situation qui me semble que vous en parlez à un moment donné dans votre réplique, où finalement, entre un médecin ou
je sais pas, un orthoptiste, enfin bref, un autre professionnel de santé que le patient va voir ponctuellement, le kiné, ça va être au long cours. Et donc, cette alliance thérapeutique, hein, cette forme de communication, de confiance dont vous parlez au départ, va s'installer. Et c'est ça qui va vous permettre, finalement, peut-être de recueillir ce qu'il dit. Et vous, comme vous êtes formé là-dessus, j'en dirai un mot. En tout cas, là, vous avez travaillé là-dessus. Vous avez demandé de travailler là-dessus cette année. C'était justement pour vous sensibiliser d'une autre manière à ça et que ça soit bien inclus dans votre appréhension d'un patient, hein, et au sens santé publique du terme, mais au fait aussi parce que vous êtes bien placé pour pouvoir recueillir ce genre de choses. Et même si vous ne le faites pas, et même si vous ne prescrivez pas substitut nicotinique ou autre, le fait de renvoyer vers d'autres professionnels est déjà le début du chemin. Après, qu'est-ce qu'on va en faire le patient? Ça, c'est une autre question. Et ça, vous n'aurez peut-être pas forcément les moyens d'y répondre, mais peut-être de l'accompagner, s'il est toujours avec vous, et qu'il commence ce chemin d'aller vers autre chose que sa dépendance, et ben, vous serez là aussi, puisque vous aurez participé finalement au début de l'aventure avec lui. Donc c'est aussi tout ça, et c'est pour ça que la communication, l'écoute est autre chose. Vous allez être dépositaire, vous avez fait un seul stage, maintenant le reste de votre cursus, vous en aurez fait 7 au total. Vous allez vous rendre compte finalement de ce que vous partagez et des choses que le patient vous livre et auxquelles vous ne pensez pas forcément. Donc tout ça, vous l'avez travaillé et bien montré, hein, et en tout cas... cette partie du E2 en sciences sociales pour répondre, en tout cas pour donner des explications à Madame Cohn sur l'organisation des sciences humaines et sociales un peu en première année, ce qui n'était pas tout à fait le cas, en tout cas pas sous cette forme dans l'ancien programme. Et bien là, vous l'avez beaucoup utilisé. Voilà, je voulais aussi souligner ça dans votre écrit. Donc la scénette venait compléter avantageusement ce que vous aviez rédigé, en tout cas, voilà, ce que je voulais souligner. Et en termes de formation, vous avez cherché ce qui existait comme formation, ça c'est très bien, ce qui veut dire que là encore, peut-être pour vous qui avez travaillé là-dessus, mais peut-être pour tous ceux qui vous ont entendu dans vos collègues, c'est peut-être un moyen et d'aller plus loin. Et la formation, vous dites qu'il n'y en a pas forcément dans les études de kiné. Les études de kiné, vous vous rendez compte que kiné, c'est plein de choses, c'est plein de domaines, c'est plein de manières d'aborder un patient. On peut hélas pas tout voir, ou alors on fait comme médecine, on fait 12 ans, et puis peut-être qu'on arrivera peut-être à brosser un petit peu plus. Mais là, la demande que vous avez eue cette année permet d'aller mettre le pied un petit peu là-dedans. Et peut-être que vous retrouverez un peu plus tard Madame Cohn, puisque justement Séverine, qui travaille à l'Est Saint-Christophe, mais dans des patients que j'ai été amenée à soigner ou à rencontrer, eh bien au décours de pathologies, de choses qui vont laisser probablement un handicap ou pas forcément, eh bien vous allez rencontrer des gens qui vont être dépendants. Donc il y aura à la fois l'aspect physique, fonctionnel, sur lequel vous allez travailler. Et c'est ce qu'elle disait tout à l'heure en disant, nous, on les rééduque, on essaye de faire de la rééducation à l'effort, et puis pouf, ils terminent la séance de kiné et ils vont fumer en bas devant les Saint-Christophe. Ouais, parce qu'il y a bien autre chose. Et ça fait partie aussi, finalement, peut-être, d'un chemin vers la reconstruction de ce patient, une fois qu'il est dans un handicap plus ou moins important. Il y a aussi tous ces aspects-là. Voilà ce que je voulais y ajouter. Donc, vous avez mis le pied dans quelque chose qui me semble intéressant, quelque chose que vous allez aborder dans le 2e cycle, qui est... tout ce qui est réadaptation et reconstruction du patient. Voilà un petit peu ce que je souhaitais en dire. Peut-être vous êtes amené, vous aussi, Madame Cohn, alors je ne sais pas dans le service où vous êtes, mais à travailler aussi sur des gens qui l'annonce d'un handicap, ou alors est-ce que la cause en est la dépendance ou pas, ça c'est encore une autre question, mais en tout cas, pour certains aspects pathologiques ou type de patient ou type d'accident de la vie, il y a soit une dépendance qui s'installe, soit une dépendance qui existait auparavant, et qui va peut-être se renforcer en plus avec cet accident de santé. Voilà, je vous redonne la parole, Madame Cohn, si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, moi, je vois assez peu de patients avec des handicaps, en fait, et c'est la réflexion que j'étais en train de me faire en lisant votre écrit.
et en vous écoutant de nouveau parce que vous parlez de BPCO, vous parlez d'AVC. Et en fait, nous, on en voit assez, enfin, c'est pas qu'on en voit assez peu parce que là, ce serait pas vrai, ce serait exagéré, mais c'est clairement pas la majorité des cas. Et en fait, je pense qu'il faut aussi faire très très attention aux représentations qu'on a du patient addict, c'est-à-dire que souvent on croit que l'addiction ça se voit, que quelqu'un qui boit d'alcool tous les jours, on va le voir physiquement, que quelqu'un qui consomme de l'héroïne, on va le voir physiquement. Et en fait, très souvent, ça ne se voit pas. On a la représentation du toxicomane qui est à la rue, qui représente finalement un très très faible pourcentage des patients toxicomanes. Et vous avez beaucoup de patients consommateurs pour lesquels, à part si vous êtes faim et que vous voyez un petit reniflement qui perdure en dehors de l'hiver, vous pouvez vous dire qu'il y a de la consommation, mais sinon vous ne le saurez jamais physiquement, ça ne se voit pas. Et avec des patients qui n'ont pas tout de suite le corps abîmé. Ça va souvent se dégrader d'un coup, en fait. Le corps est pas forcément tout de suite abîmé. Et je pense à ça parce que je me dis, quand vous êtes j'essaye de me représenter votre métier, que ce soit en cabinet ou en institution. Je me dis, quand vous êtes en institution, quelqu'un qui ne présente pas de signes physiques comme ça, c'est peut-être pas à ça qu'on va penser. On va peut-être pas penser à l'addiction. Et en fait, si on reprend les chiffres en population générale, l'addiction touche tellement de monde que forcément, statistiquement, vous en verrez au moins un par semaine. Enfin, même limite un par jour en fonction du nombre de patients que vous allez voir. Et donc, c'était pour vous faire un rappel sur ça, parce qu'effectivement, l'AVC, la BPCO, tout ça, c'est des signes d'alerte, mais en fait, c'est des signes qui arrivent très tard. C'est des signes qui arrivent en addiction. À mon avis, le premier signe d'alerte, ça va être un patient qui n'investit pas son corps. Mais comme il n'investit pas son corps, très souvent, en fait, on ne le retrouve pas chez le kiné, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va laisser passer les douleurs, qui va laisser passer tout ça, et qui viendra peut-être, alors pour le coup, en rééducation après un accident. Enfin, moi, c'est des patients, j'ai plus de patients comme ça, en rééducation après un accident, ou qui, une fois qu'il commencera à se soigner, commencera à prendre conscience qu'il a un corps, et du coup, va pouvoir commencer à s'en inquiéter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, parce que dans votre écrit, on ne parle pas de ces patients qui, effectivement, n'ont pas de signes physiques de cette addiction. Alors, c'est la majorité des cas. En fait, donc ça ressort peut-être pas dans le rapport, mais on a voulu montrer quand même qu'il y avait deux parties. Donc il y a certes les conséquences physiques et psychologiques de l'addiction sur le patient, où là, le kiné il va pouvoir agir, notamment sur les conséquences physiologiques, mais aussi on a parlé du dépistage et de la communication justement pour ces patients vers qui on n'a pas de signes, physiques qui se voient justement, et donc on a voulu quand même intégrer cette population de personnes souffrant d'addiction qui ne se voient pas via le dépistage et la communication. C'est pour ça que pour la petite vidéo, on a fait le choix de ne pas montrer un patient avec une déficience liée à l'addiction, mais un simple monsieur qui vient pour ses ischios ou pour ses muscles. Voilà, c'était l'objectif de justement pas caricaturer, parce qu'on a découvert justement que déjà au premier semestre que l'addiction était justement pour tout le monde, et que dans l'assemblée même là des 98 de la promo avoir quelqu'un d'addict à quelque chose. C'était vraiment la conclusion qu'on avait déjà eue au premier semestre. Oui, mais je vous rejoins complètement. C'est pour ça que l'idée de discuter avec lui le temps que vous faisiez un étirement des ischio-jambiers était absolument pas une mauvaise idée. Justement, c'était bien parce que c'est le fait de votre proximité, le fait de votre discussion, voire de laisser parler ou pas parler, ou un jour il aura envie de parler, pas le lendemain. Enfin, vous voyez, un petit peu là-dessus. Donc c'était tout à fait intéressant de l'avoir perçu comme ça, justement. Donc voilà. Le dernier point que je voulais souligner, c'était là encore. Effectivement, Madame Buadois est revenue sur la méthodologie du questionnaire, parce que ça c'est clair que 36, ça peut être très bien. Si c'est un groupe de réseau social dans lequel il y a 50 kinés inscrits, si vous avez 36 réponses, c'est pas un mauvais résultat, vous voyez. Donc c'est aussi la notion d'une lecture que vous allez appeler l'année prochaine la lecture critique, soit d'un article scientifique, soit de n'importe quelle action que vous menez là. Et par exemple, l'écriture des questions, la lecture des questions, l'interprétation des résultats aux questions, ce que vous faites dire aux chiffres, mais ça,
vous pouvez tout à fait le transposer au monde réel, actuel, avec ce qui se passe, comment on interprète les chiffres du Covid, de l'hydréa, de la vaccination, de je ne sais pas quoi. C'est la lecture critique avec un peu de recul. Et bien les résultats d'un questionnaire, c'est aussi tout ça. Mais en dehors de ça, c'est un énorme travail et c'était très bien d'avoir eu l'idée de poser ces questions-là pour voir un peu comment vous vous situiez. Est-ce que vous aviez l'impression que c'était complètement dans le vide ou est-ce que finalement c'était pas un sujet aussi anodin que ça et pour la majorité des kinés, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre ou au final on botte en touche, voire on ne retransmet même pas un patient. Moi, je veux dire, donc c'était une très bonne idée de faire ça. Donc, voilà ce que je voulais dire au final. Enfin, au final, non, mais j'insistais, je voulais aussi insister sur le travail à la fois de rédaction que vous avez fait, mais votre premier écrit était déjà très bien fait. Celui-là aussi, je trouve que ça se lit tout seul. Et puis, le questionnaire en lui-même, ouais, ça c'est toujours des choses qu'il faut valoriser, indépendamment de la méthodologie, mais c'est des choses qu'il faut, sur lesquelles vous appuyez. Ne laissez pas une petite place comme ça, tout à la fin, en disant on a fait un questionnaire. C'était quelque chose de bien. C'est une bonne idée. Voilà. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter autre chose, Madame Cohn ou Madame Ndiaye. Moi, je m'étais noté des questions en lisant. Je vous en prie. Je vais maintenant, ou peut-être je laisse faire ma collègue le temps de retrouver mes questions, parce que moi je suis à la version papier. Alors, Madame Ndiaye. Oui, je vais rejoindre ce qui a été dit. J'ai trouvé que sur le fond, le document était vraiment intéressant et que vous avez arrêté uniquement à la partie qui est la plus évidente, je pense, du point de vue de l'action ou de l'implication du kinésithérapeute. Donc, ça a été intéressant de voir le cheminement. Moi, je pensais au début, en lisant le rapport, que vous alliez vous arrêter à ça et vous avez élargi. C'était aussi intéressant de voir tout ce qui concernait les communes. Votre président a bien remis les choses en place. Donc, de ce point de vue-là, j'ai trouvé à la fois l'écrit et l'oral vraiment bien. Alors le poster, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes et qu'en principe il vaut mieux éviter qu'il y ait beaucoup de textes. Par contre, la lecture était facile. Vu que je l'ai découvert et ça n'a pas été trop compliqué de suivre votre présentation. Je me suis posé des questions sur l'ordre dans lequel vous mettiez les différents points. J'aurais peut-être pas commencé par le dossier médical, mais bon, ça c'est parce que j'ai pas forcément l'impression que ce soit la partie la plus impactante, on va dire, de votre implication sur l'addiction. Alors, mon seul regret, on va dire, c'est, ça a été dit juste avant, à la fois par Madame Passy et Madame Buatois, la présentation de votre enquête et la façon dont vous vendez l'enquête, en fait, ou vous la vendez pas du tout, plutôt. C'est ça parce que vous avez marqué dès le départ, en un point que vous mettez nos résultats, notre enquête est biaisée. On peut pas savoir si vous êtes biaisé ou pas, en fait. C'est pas la taille de l'échantillon qui détermine ça, c'est la façon dont vous avez fait l'échantillonnage, la tournure de vos questions, le taux de réponse, quel pourcentage par rapport aux personnes que vous avez contactées, la façon dont elles ont été contactées, le temps qu'elles ont eu pour répondre. Donc, en fait, ça aurait été intéressant de la vendre un petit peu mieux et de donner la méthode pour pouvoir permettre de faire un retour critique plus élaboré. On a que 36 réponses, donc c'est pas terrible. Quand on fait des enquêtes qualitatives, on a beaucoup moins et pourtant c'est un type d'enquête qui est tout à fait valable du point de vue méthodologique. Donc voilà, c'est dommage de pas avoir exploité ça parce que c'était une belle initiative, je pense. Et puis il y a toujours quelque chose à en sortir, même quand on a un taux de réponse qui est pas suffisant. Parce que les personnes qui répondent, leur profil peut vous donner une information sur qui est plus à même ou qui est plus intéressé par ces notions autour de l'addiction. Et c'est vraiment le seul regret, on va dire, que j'ai à la lecture de votre document et puis à l'écoute de votre oral. Voilà. Je vais m'arrêter là, ça a été rapide. Bien évidemment, on va pas parler du caout,
Parce que, voilà. Mais je le sentais que ça allait mal passer pour moi. Merci à vous. En fait, si on peut rebondir peut-être un peu par rapport à l'enquête qu'on a réalisée, du coup, ça a été un des premiers trucs qu'on a fait pour lancer le rapport, pour avoir un peu du coup des avis de professionnels, parce qu'on savait pas trop vers quoi se tourner. Et donc on a fait ça tous ensemble et on l'a publié sur 2 groupes Facebook avec pas mal de kinés. Il y a un groupe avec pas loin de 30 000 personnes et un deuxième avec pareil, on va dire presque 10 000 personnes. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on a vu qu'on avait que 36 réponses au bout de 2 semaines et demie, je crois, presque 3 même, ben on s'est dit mince quoi, tout ça pour ça finalement. Donc on n'a pas osé la mettre trop en lumière parce que on la sentait quand même un peu biaisée par rapport au taux de réponse en fait. Après on se doutait aussi qu'on est des petits étudiants sur un groupe Facebook avec que des professionnels, ils ont peut-être pas que ça à faire de répondre à notre enquête, mais voilà, c'est pour ça qu'on l'a pas mise trop en valeur non plus parce que on était un peu déçus quoi. Après, les thèses pharma pour lesquelles j'ai l'habitude d'aider les étudiants à faire des enquêtes, souvent la façon dont on va tourner les phrases ou vendre l'enquête, on va dire, sera impactant. En général, les étudiants de pharma qui envoient via l'ordre des questionnaires pour tous les pharmaciens du Grand Est, ils sont contents quand ils ont 100 réponses. Hein. Donc oui. Faut pas rougir des résultats que vous avez eus. Hein. Et après, 10 000 inscrits sur un groupe Facebook, c'est quoi une inscription sur un groupe Facebook? C'est 10 000, j'ai mis mon nom, mais est-ce que je suis lecteur zombie ou est-ce que je suis lecteur assidu et parfois je réponds ou est-ce que je suis apporteur d'informations, d'exemples, de je sais pas quoi? Et encore, là, c'est 3 niveaux ou 4 niveaux, vous voyez? Donc en fait, 10 000, c'est quoi là-dedans? Donc on peut interroger aussi la question du 10 000. Donc avoir 36 réponses, voilà. Donc c'est toute la difficulté des questionnaires, c'est toute la difficulté des sondages, effectivement la manière dont les phrases sont tournées, et ça, vous allez apprendre ça dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, les années plus tard. Mais en tout cas, ça a une influence évidemment sur ce que vous faites. Et 36 réponses, c'est déjà bien que vous ayez eu 36 réponses comme ça. La preuve, c'est que ça vous a permis d'avoir probablement déjà une vision un petit peu différente que celle que vous aviez imaginée. Et c'est bien ça le point de départ. Pour rebondir, je trouve aussi que je pense que, au vu des réponses qu'on a eues, même si c'est 36 réponses, il y a eu aussi cet aspect que les personnes qui ont répondu se sentaient démunies par rapport à l'addiction. Donc la question que je me suis posée là à l'instant, c'est peut-être aussi que certes, il y a la manière dont on l'a présenté, mais peut-être aussi que le sujet de l'addiction, si le masseur kinésithérapeute qui est sur Facebook regarde et voit le sujet de l'addiction et se dit oh là là, moi j'y connais rien du tout et puis je me sens pas à l'aise avec cette notion, et ce qui se dit mes réponses vont leur être utiles. Donc peut-être que si on a trop appuyé sur comment gérez-vous l'addiction, peut-être que finalement quelqu'un qui se sent pas à l'aise avec ce sujet n'a pas répondu parce que justement il pensait que son rôle serait de nous orienter en fait. Non, mais vous pouvez avoir X aurait autant de réponses ou autant de motivation à répondre que d'individus, hein, j'ai envie de dire. Vous pouvez aussi avoir des gens qui, contrairement à peut-être ce que vous imaginez, quand vous avez dit on va pas répondre, c'est un questionnaire d'étudiants, nous on est kinés, justement non. Vous avez un tas de kinés qui sont contents de pouvoir répondre et d'aider justement et de participer au fait. Ben, finalement, vous avez travaillé là-dessus, que peut-être que j'aurais peut-être répondu autrement, mais après tout, on sait bien qu'ils ont besoin de ça, etc., etc., etc. Hein. Donc non. Après, se poser des questions, c'est toujours bien ça l'intérêt, au final. Et même quand on est kiné tout le temps, hein, je veux dire, vous commencez à toucher du doigt cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse absolue. C'est surtout le fait de réfléchir par rapport à un cas posé dans un contexte donné, avec des choses qu'effectivement vous allez retrouver de manière très fréquente, hein, dans un contexte pathologique un peu donné, de la neuro, de la respi, ce que vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'est-ce qui concerne directement ce patient-là et non pas le voisin, qui lui aussi a un contexte neurologique, respiratoire ou autre. Hein. Et donc c'est justement
de se poser des questions tout le temps et de se dire bah, j'essaye ça, je fais ça, et c'est erreur, hein. Même si on a un certain nombre de recommandations professionnelles, si on s'appuie sur la biblio et autres, ça n'empêche que vous, votre lecture de la situation est peut-être comme ça le jour A et peut-être un petit peu différente le jour B pour certains aspects, hein. Et ça en fait justement tout l'intérêt de la question que vous pouvez vous poser au sujet d'un patient dépendant. Voilà. Peut-être Madame Cohn a retrouvé ces questions écrites. Essayer d'être moins longue que la dernière fois. J'étais en train de retrouver, oui, alors je suis page 5, hein, je suis désolée, mais à l'ancienne Madame Cohn, elle a découvert votre jeu seulement aujourd'hui. Hein. J'ai déjà oublié le nom d'ailleurs, mais je trouvais ça génial. Aouk. Le Caout. Voilà, bon. Vous vous moquerez de Madame Cohn qui est une fausse jeune. Donc, page 5, vous faites un petit passage sur les émotions, et vous en avez reparlé là dans votre présentation sur la gestion des émotions des patients addicts. Vraiment, prenez beaucoup de recul avec ça, parce qu'effectivement, c'est beaucoup ce qu'on trouve dans la littérature, notamment dans la littérature un peu ancienne. C'est pas aussi flagrant que ça. C'est-à-dire que c'est pas flagrant que ce soit des patients qui gèrent mal leurs émotions, que ce soit des patients qui soient dans l'irritabilité, des choses comme ça. Sinon, ça se verrait, quoi. N'oubliez pas que le patient addict, vraiment, quand on reprend les chiffres en population normale, c'est quelqu'un pour qui ça ne se voit pas. Donc là, quand vous donnez des informations comme ça, alors c'est aussi ce qu'on donne en psychologie. Donc je ne suis pas étonnée de lire ça, parce que quand moi je préparais le cours sur les addictions, j'ai eu les mêmes informations. Je me disais mais c'est bizarre, ça ressemble pas du tout à mes patients. C'est un truc un peu vieillot, ça, qui date d'il y a 15-20 ans, où on parlait des patients addicts comme ça. On n'est plus du tout sur ça aujourd'hui. Donc prenez bien du recul par rapport à ça. Enfin, je vous invite vraiment à pas cette représentation-là biaisée. En tout cas, former la représentation que vous avez d'une personne qui serait dépendante. Et j'ai une petite question, c'est quoi le craving? Le craving, c'est l'envie comportementale de consommer. Ouais. Dans votre phrase, page 5, je le comprends pas comme ça. Je me dis, c'est étonnant, je pense qu'ils savent ce que c'est, donc c'est pour ça que je vérifie. Donc c'est ça, une envie irrépressible de consommer. Nous sommes d'accord. C'était le petit piège. Alors, je tourne mes pages pour rechercher ma question d'après, je suis désolée. C'était page 11. Alors là, je sais pas grand-chose, je pense juste que c'est une faute de frappe. Je reprends vos tirets. Les signes somatiques tels que les troubles du sommeil, un ralentissement de l'affluence. On n'a pas compris la fin du coup. Pardon. Je disais les signes somatiques tels que les troubles du sommeil, un ralentissement de l'affluence verbale. Affluence? Je pense pas que ce soit affluence. C'est là, plus loin, fluence verbale. Ouais. Je pense que c'est une faute de frappe, mais je me suis noté rire à côté, parce que vous m'avez fait rigoler, donc je le redonne histoire qu'on rigole tous ensemble. Vous voyez que j'ai pas grand chose à vous dire, hein, si j'en suis à vous dire ça. Et maintenant j'arrive jusqu'à la fin de votre écrit, tac. Donc, quand vous donnez les retours de votre enquête, alors effectivement, moi j'ai rien à redire sur le nombre de personnes qui ont répondu, parce qu'effectivement c'est très très compliqué d'avoir des réponses aux enquêtes, et en fait 36 c'est pas un si petit chiffre que ça quand on sait le temps que vous aviez et les ressources qui étaient à votre disposition. Donc je pense qu'il faut pas que vous soyez frustrés par ce nombre-là. Donc vous dites que il y a des kinés qui 58% souhaiteraient de la documentation, un accompagnement spécialisé avec les centres, tout ça. Page 21, et je vais faire le lien avec la conclusion, où en conclusion vous dites quelles actions pourraient être proposées pour accompagner les kinés dans une meilleure connaissance de ce que sont les addictions. Et du coup, je vous pose la question, à votre avis là, qui n'est pas du tout une question piège, qui est vraiment une question qui m'intéresse, à votre avis, comment effectivement les professionnels de l'addiction pourraient aider les kinés justement pour que ce soit une meilleure connaissance, parce que aller chercher les cours sur un MOOC, en fait, dans la vraie vie, quand on bosse, on ne fait plus. Donc il faut pas se dire, faut être hyper motivé. Donc il faut pas se dire que c'est ça qui va permettre aux personnes de se former. Donc je vous pose la question, à votre avis, comment on peut favoriser ces formations-là ou ces informations aux professionnels sur le terrain?
Moi, j'avais pensé à, par exemple, faire des journées avec comme un stage, mais peut-être sur une journée où un kiné aurait un accompagnant de ce type de centre de formation pour qu'il voit en réalité directement avec les patients pour qu'ils se rendent compte. Plus parce que les formations, ça reste parfois très théorique et on a du mal à se rendre compte du vrai aspect pratique. Ouais. Il y a d'autres idées? Moi, je pense que la première chose à faire, ce serait quand même de vraiment promouvoir les formations qui existent en tant que kiné. Les formations ou des conférences peut-être un peu plus ciblées, c'est vrai que dans les réponses qu'on a eues, et moi personnellement, j'en avais parlé à mon maître de stage déjà au premier semestre en lui disant qu'il fallait qu'on le lie avec la kinésithérapie. Il m'a dit concrètement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent comment faire et ceux qui savent faire, ben voilà, ils se comptent sur les doigts d'une main ou presque quoi. Donc ouais, promouvoir tout ça, toutes ces formations et puis nous informer sur l'addiction parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit avant, quand on parle d'addiction à quelqu'un de lambda, on voit tout de suite le gros monsieur alcoolique qui boit tout le temps. Enfin, je veux dire, on a vraiment des clichés en fait et on se rend pas compte que on en croise tous les jours des gens qui ont des addictions et donc déjà là, les reconnaître, ce serait déjà un grand pas en fait. Ouais, alors je me souviens qu'à une époque, ça remonte, il y avait à l'école de kiné une sensibilisation aux addictions. Ouais. Ouais. Je crois que moi, c'était mon collègue et moi qui est intervenu, mais ça remonte. Hein. Et alors après, c'était à mon avis largement pas assez, hein, mais peut-être pour casser ces histoires de représentation-là. Je ne sais pas si les kinés qui ont bénéficié de ça ont moins de représentation erronée que ceux qui n'en ont pas bénéficié. Ça pourrait être intéressant de vérifier. Peut-être aussi, quand vous parliez, là j'étais en train de me dire, mais peut-être que nous aussi, professionnels de l'addiction, on est un peu cloisonnés aussi et on a un petit peu tendance à rester entre nous, c'est-à-dire que les médecins forment les médecins, les psychos, les infirmiers, puis comme il n'y a pas de kiné, on ne forme pas les kinés. Et peut-être que c'est à nous aussi un peu d'aller nous ouvrir sur les professions qui sont autour dans la prise en charge du patient, parce que c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est vraiment quelque chose qu'on ne questionne pas, et les douleurs physiques, somatiques, on les questionne très très peu en fait. On va malheureusement rester fixé sur l'addiction, donc je pense que c'est une communication qui a favorisé, mais dans les deux sens. Je pense que c'est pas qu'au kiné d'aller chercher l'information, je pense que c'est aussi à nous d'aller chercher les kinés. Voilà, moi ça me fait beaucoup réfléchir, hein, c'est pour ça que j'avais accepté de participer à ce projet-là, parce que je trouve ça effectivement très dommage qu'on communique pas plus entre professionnels en addicto et avec les kinés de manière générale, parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Je trouve que votre enquête, même si vous n'avez que 36 répondants, elle le montre très très bien. Donc je trouve ça très très intéressant, moi. Vraiment, voilà. Et puis alors, je suis très contente en lisant votre écrit. Je trouve que vous avez énormément travaillé. Enfin, en tout cas, l'impression que ça me donne. Ou alors vous êtes hyper rapide, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez l'air d'avoir vraiment bien travaillé, de vous être vraiment investi dans ce projet. Vous y avez passé du temps. En plus, c'est difficile parce que je suis pas hyper disponible et je vous rends d'autant plus hommage sur ce point-là. Donc vraiment, je vous félicite. Hein, et puis alors, joli poster. Enfin, je trouve que vous avez en plus investi tous les moyens de communication qui existaient. Vous nous avez fait la petite vidéo, vous avez fait le poster, vous avez machin. Donc vraiment, on a un bel écrit. Vraiment, bravo à vous. Merci beaucoup. Et plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vais dire, il vous manque surtout et sûrement plein d'éléments, pas comme à moi, hein, mais en même temps, ça, c'est de la formation, ce que vous venez de faire. Le fait d'avoir produit ces 2 dossiers, c'est une autre forme de mise, c'est presque entre guillemets ce qu'on appelle de l'école inversée, c'est-à-dire que vous êtes allé chercher des informations, vous avez été accompagné là-dedans par Madame Cohn, mais c'est une autre manière d'apprendre. C'est-à-dire que c'est pas là dans de l'information purement descendante. On vous fait un cours, oh, non mais elle me barbe, je sais pas, j'ai pas envie, ça c'est un sujet qui m'intéresse pas. Peut-être qu'au départ, et je sais plus comment, dans quel état d'esprit vous étiez quand j'ai annoncé les thèmes de santé publique et que vous aviez tiré au sort les addictions, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans en tant que kiné? Eh bien la preuve c'est que vous avez réussi à faire quelque chose d'intéressant et ça c'est de l'apprentissage et c'est de la formation.
Même si ça ne prend pas les mêmes formes que ce que vous avez l'habitude de travailler, d'avoir comme cours ou autre chose. Et ça, c'est une sensibilisation. Et de la même manière qu'on s'inscrit en tant qu'il dans un programme de santé publique, c'est bien pour ça que vous travaillez plein de choses, et bien ça, c'est aussi là-dedans. C'est peut-être le premier pas dans quelque chose, et peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient travaillé là-dessus, qui auront l'idée de faire un mémoire là-dessus. Je veux dire, travailler avec Madame Cohn sur c'est quel sujet. Je veux dire, c'est la porte ouverte à plein de choses. Donc, je pense que Madame Cohn, on la reverra sûrement. On va pas donner un sujet l'année prochaine à vos collègues de première année, parce que là, ça va être facile. Ils vont aller prendre vos 2 dossiers. Non, ils ont déjà tout fait. On va pas aller chercher autre chose. Non. Mais non, vous avez vraisemblablement beaucoup appris, et même si vous vous dites je vais pas m'en servir tout de suite, c'est toujours une manière de réfléchir, une manière d'aborder un patient, avec encore une fois un point de vue peut-être autre que celui qui est purement mécaniste de je suis là pour rééduquer un genou, la prothèse, le ci, le là. Ouais, mais peut-être qu'au travers de mes discussions, je l'aborderai autrement. Et c'est bien ça ce que moi je retiens au final, voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que vous avez cours, non, il me semble. Il y en a qui ont TP ici à l'école. Ouais, c'est ça. Donc je vais vous laisser... ça ira pour vous à 16h, 15h50. Ouais. Je vois qu'Oriane est déjà en route. Elle s'est connectée sur son téléphone, je la vois marcher dans la rue. Ouais, voilà. Eh ben, écoutez, un grand merci à vous, Madame Cohn, Madame Diaye, on reste quelques petits instants ensemble. Eh ben, bonne fin de journée.